Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe quand vos propres enfants commencent à compter vos jours? Quand ils ne voient en vous qu'un obstacle entre eux et leur héritage? Je m'appelle Catherine Mercier. À 75 ans, j'ai découvert de la manière la plus douloureuse ce que signifie être invisible aux yeux de ceux que vous avez mis au monde. C'était un automne typique à Paris. Les feuilles dorées du jardin du Luxembourg dansaient dans le vent tandis que je marchais vers mon appartement dans le 6e arrondissement. Un appartement qui appartenait à ma famille depuis 3 générations, témoin silencieux de l'histoire des Mercier. Des générations de souvenirs imprégnés dans les murs ornés, dans les parquets de chêne qui craquaient exactement aux mêmes endroits depuis des décennies. Ce matin-là, j'avais pris un café à ma boulangerie préférée, la petite boulangerie, où Monsieur Bertrand me réservait toujours un croissant particulièrement beurré. Pour la dame la plus élégante de Paris, disait-il avec un sourire galant qui ne correspondait pas à ses 80 ans. C'était notre petit rituel depuis que Henri, mon mari, était décédé il y a 10 ans. De petits plaisirs qui comblaient les espaces vides laissés par son absence. Je suis passé par la librairie Shakespeare & Company, où j'ai feuilleté quelques livres, réfléchissant à celui que j'offrirais à mon petit-fils aîné pour Noël. Louis développait un goût pour la littérature qui me rappelait celui de son grand-père. Puis, je me suis assise sur un banc du jardin et j'ai observé les Parisiens dans leur danse quotidienne, des étudiants avec des sacs à dos lourds, des touristes avec des cartes et des appareils photo, des personnes âgées comme moi, qui venaient nourrir les oiseaux. Paris en automne a une mélancolie qui lui est propre, une beauté que seuls ceux qui ont vécu de nombreuses saisons peuvent pleinement apprécier. L'air plus frais, chargé du parfum des châtaignes grillées au coin des rues, la lumière dorée qui baigne les bâtiments haussmanniens, transformant la pierre grise en or. C'est en me levant du banc que j'ai ressenti le premier étourdissement. Je l'ai attribué à la fatigue de la marche, à mon âge. Mais ensuite, alors que je traversais la rue Bonaparte, les couleurs vibrantes de l'automne parisien ont commencé à se mélanger, comme une aquarelle sous la pluie. Les sons klaxons de voitures, conversations des passants, musique lointaine d'un accordéon sont devenus étouffés, comme si je m'enfonçais lentement sous l'eau. J'ai essayé de m'appuyer contre une vitrine, mais mes membres ne répondaient plus. J'ai senti mes genoux céder. Quelqu'un a crié. Un visage inconnu est apparu dans mon champ de vision, des lèvres bougeant en formant des mots que je ne pouvais pas comprendre. Et puis, l'obscurité. Je me suis réveillé dans un lit d'hôpital, avec le son monotone des appareils médicaux. Le plafond blanc, l'odeur d'antiseptique, le drap rugueux contre ma peau, tout semblait irréel, comme si j'observais la scène de l'extérieur de mon corps. J'ai essayé de bouger mon bras gauche pour ajuster l'oreiller, mais rien ne s'est produit. La panique a grandi quand j'ai réalisé que je ne pouvais plus sentir la moitié de mon corps. Le médecin, docteur Laurent, un homme d'âge moyen aux yeux bienveillants et à la moustache méticuleusement taillée, s'est approché du lit. Il m'a expliqué d'une voix grave que j'avais subi un AVC. « Madame Mercier, je crains que la paralysie du côté gauche de votre corps ne soit permanente. Nous allons commencer la kinésithérapie immédiatement, mais je dois vous faire comprendre la gravité de la situation. » Mes larmes coulaient silencieusement sur le côté droit de mon visage. Pas pour la paralysie elle-même, bien que le diagnostic soit dévastateur. Ce qui me terrifiait le plus, c'était la perspective de la dépendance. Moi, Catherine Mercier, qui avait géré d'une main ferme les affaires de la famille après la mort d'Henri, qui avait voyagé seule à travers le monde, qui nageait dans la Seine tous les étés, réduite à une invalide qui aurait besoin d'aide même pour les tâches les plus élémentaires. « Je comprends », fut tout ce que je pus dire, ma voix sonnant étrangement à mes propres oreilles. « Vos enfants ont été prévenus », continua le docteur. « Laurent. Ils sont en route. Essayez de vous reposer. Mes enfants. » Philippe, mon aîné, cadre dans une banque d'investissement, père de 2 enfants qu'il connaissait à peine en raison de son emploi du temps surchargé. Isabelle, ma seule fille, récemment divorcée, toujours impeccablement habillée, toujours courant vers le prochain engagement social. Et Marcel, mon cadet, architecte talentueux avec un goût dangereux pour les paris et les femmes qui n'étaient pas son épouse. Je les aimais, bien sûr. De cet amour viscéral, inconditionnel, que seule une mère connaît.
Mais nous n'étions pas aussi proches que je l'aurais souhaité. Les réunions familiales étaient devenues de plus en plus rares après la mort d'Henri. Ils avaient leur vie, leurs problèmes, leurs ambitions. J'étais un appel téléphonique occasionnel, un déjeuner hâtif le dimanche, un cadeau d'anniversaire livré par une assistante. J'ai fermé les yeux, épuisé, et j'ai dû m'endormir, car quand je les ai rouverts, la lumière qui entrait par la fenêtre avait changé. C'était la fin de l'après-midi, et des voix familières venaient du couloir. J'ai gardé les yeux mi-clos, une vieille tactique que j'utilisais quand Henri rentrait tard et que je ne voulais pas qu'il sache que je l'avais attendu éveillé. La porte s'est ouverte, et mes 3 enfants sont entrés. Il n'y a pas eu l'étreinte chaleureuse que j'espérais secrètement, ni de larmes d'inquiétude. Juste 3 adultes bien habillés qui se déplaçaient avec la formalité inconfortable d'étrangers dans un ascenseur. « Comment va-t-elle » a demandé Isabelle à l'infirmière qui ajustait la perfusion. « Stable, mais la situation est grave » a répondu la femme. « Le médecin viendra bientôt vous parler. Elle se repose maintenant, il vaut mieux ne pas la déranger. » L'infirmière est sortie, fermant silencieusement la porte. C'est alors que c'est arrivé. La conversation qui changerait tout. Philippe, mon aîné, toujours aussi pragmatique que son père, a commenté froidement en examinant la chambre: « Nous devons commencer à organiser les documents de l'appartement. Il vaut une fortune à cet emplacement. » « Combien, exactement ?» a demandé Marcel, en ouvrant le rideau pour regarder la vue depuis la fenêtre. « Au moins 3 millions d'euros, vu la taille et l'emplacement » a répondu Philippe. « Peut-être plus, si nous faisons une rénovation stratégique avant de vendre. » « Vendre » est intervenue Isabelle, sur un ton de surprise. « Je pensais que nous parlerions d'une maison de retraite pour elle. »« Oui, et d'où crois-tu que viendra l'argent pour ça ?» a répliqué Philippe. « Les soins à long terme ne sont pas bon marché, et nous savons que maman a toujours été conservatrice avec ses dépenses. Nous devons liquider des actifs. » « Et ses bijoux ?» a continué Isabelle, en ajustant son foulard Hermès, cadeau que je lui avais offert pour son 40e anniversaire. « Ce collier de saphir qui appartenait à grand-mère doit valoir une petite fortune. Et il y a aussi cette collection d'art que papa a commencé. » Philippe a acquiescé, sortant un petit carnet de la poche intérieure de sa veste impeccable. « Je vais faire un inventaire. Marcel, peux-tu vérifier son studio ? J'ai entendu dire qu'il y a quelques premières éditions précieuses dans cette bibliothèque. » Mais c'est la voix de Marcel, mon Benjamin, celui que j'avais bercé pendant d'innombrables nuits lors de ses crises d'asthme dans son enfance, qui a traversé mon cœur comme une lame empoisonnée. Elle ne va pas tenir longtemps comme ça. Maman a toujours été trop fière, elle préférerait mourir que vivre dépendante de soignants. Cela faciliterait les choses, a murmuré Philippe, et le son qui a suivi a brisé quelque chose de fondamental en moi. Ils ont ri. Mes propres enfants ont ri en discutant de la façon dont ils se partageraient mes biens, comme si je n'étais déjà qu'un corps, pas une personne. Comme si 50 ans de sacrifice maternel pouvaient être réduits à des chiffres sur des comptes bancaires et des actes notariés. Et, vous vous souvenez de cette fois où elle a menacé de nous déshériter parce que nous n'étions pas venus à son 70e anniversaire, a commenté Marcel avec un rire. Comment pourrions-nous oublier ? Elle a fait modifier le testament et tout, a répondu Isabelle. Mais elle est revenue sur sa décision en 2 semaines quand elle a réalisé que personne d'autre ne viendrait la voir. Typique de maman, a approuvé Philippe. Plus de menaces que d'actions. J'ai fermé les yeux plus fort, feignant de dormir, tout en essayant de contrôler ma respiration pour ne pas trahir le choc et la douleur que je ressentais. Les larmes coulaient maintenant intérieurement, dans une rivière silencieuse de déception qu'aucun examen médical ne pourrait détecter. J'ai passé la nuit éveillée, tandis que mes enfants se relayaient dans une veille qu'ils considéraient clairement comme un fardeau. La chambre sombre est devenue mon confessionnal, où j'ai repassé chaque moment de leur vie. La naissance de Philippe, après 36 heures de travail. Le premier sourire d'Isabelle, qui avait illuminé notre appartement pendant des jours. Les pas hésitants de Marcel, toujours en retard par rapport aux autres enfants, mais fait avec une détermination qui me remplissait de fierté. Je me suis souvenu de chaque anniversaire que j'avais célébré avec eux,
chaque nuit où j'étais restée éveillée quand ils étaient malades, chaque uniforme scolaire soigneusement préparé, chaque larme adolescente que j'avais essuyée, chaque rêve que j'avais encouragé, même quand il semblait impossible. Pourquoi ? Pour être jeté comme un meuble ancien qui ne correspond plus à la décoration moderne ? C'est cette nuit-là, dans le silence de cette chambre d'hôpital, éclairée seulement par la lumière bleutée des moniteurs, que j'ai pris une décision qui changerait le cours de nos vies. Ils voulaient mon argent ? Ils devraient attendre. Parce que Catherine Mercier ne serait vaincue ni par un AVC, ni par ses propres enfants. Le lendemain matin, lorsque le docteur Laurent est venu me rendre visite, je lui ai murmuré, avec la moitié du visage que je pouvais encore contrôler, je veux commencer la kinésithérapie aujourd'hui. Maintenant. Il a souri, surpris par ma détermination. Madame Mercier, c'est l'attitude dont nous avons besoin. Mais je dois vous avertir que le chemin sera long et difficile. Docteur, ai-je répondu, avec une fermeté qui semblait venir de quelque part au-delà de mon corps affaibli, j'ai plus de force que je n'en ai l'air. Et, plus important encore, j'ai une raison. Il ne savait pas que ma motivation allait bien au-delà de la santé. Il s'agissait de dignité. De justice. D'enseigner une dernière leçon à ceux que j'aimais plus que tout, mais qui avaient oublié le sens de l'amour. Cet après-midi-là, alors que l'infirmière m'aidait à m'asseoir dans le lit pour la première séance d'exercice de base, j'ai remarqué quelque chose de curieux. Bien que mon bras gauche ne réponde pas aux commandes directes, mes doigts s'étaient contractés involontairement quand j'avais essayé d'atteindre le verre d'eau. Un mouvement minuscule, presque imperceptible, mais il était là. Une étincelle de vie dans ce membre que les médecins avaient condamné. L'espoir, cette émotion têtue qui résiste même dans les moments les plus sombres, s'est allumé dans ma poitrine. Si mes doigts pouvaient bouger, même d'un millimètre seulement, alors peut-être y avait-il une chance. Je savais que la récupération après un AVC était imprévisible. Certains patients se rétablissaient presque complètement, d'autres restaient avec des séquelles pour le reste de leur vie. Le docteur Laurent avait été prudent dans ses prévisions, me préparant au pire scénario. Mais Catherine Mercier n'a jamais facilement accepté les pronostics négatifs. Quand on a dit à Henri que sa petite maison d'édition ne pourrait jamais rivaliser avec les grandes maisons parisiennes, nous avons construit ensemble l'une des maisons d'édition les plus respectées de la littérature française. Quand on m'a dit qu'une femme ne pourrait pas prendre en charge l'entreprise après sa mort, j'ai prouvé qu'ils avaient tort, en doublant les bénéfices en 5 ans. Maintenant, face au plus grand défi de ma vie, ce ne serait pas différent. Je me rétablirai. Et quand je le ferai, mes enfants apprendraient une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Ainsi, pendant que Philippe organisait des documents, qu'Isabelle évaluait des bijoux, et que Marcel recherchait des maisons de retraite, j'ai commencé ma propre bataille silencieuse. Chaque petit exercice prescrit par les kinésithérapeutes, je le répétais 10 fois plus quand j'étais seule. Chaque mouvement suggéré, je le pratiquais inlassablement pendant les heures creuses de l'aube. La douleur était constante, parfois insupportable. Mais l'image des visages de mes enfants, riant en se partageant ma vie comme des vautours sur une carcasse, me donnait la force que mes muscles avaient perdue. Et ainsi a commencé mon voyage de retour à la vie. Un voyage que mes enfants suivaient avec un intérêt financier, mais dont ils ne soupçonneraient jamais la véritable nature. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Vous pensez que cette histoire s'arrête ici ? Que j'ai simplement accepté le destin que mes enfants avaient tracé pour moi ? Vous ne me connaissez pas bien, alors. Ce que j'ai fait ensuite a fait parler tout Paris, et a complètement stupéfié mes enfants. Continuez à regarder pour découvrir comment j'ai transformé la plus grande trahison de ma vie en ma plus douce vengeance. Les séances de kinésithérapie étaient atroces. Chaque mouvement, aussi petit soit-il, semblait déchirer mes muscles. Mais j'avais désormais un objectif, quelque chose qui allait au-delà de la simple récupération physique. Allez, Madame Mercier, encore une fois, m'encourageait Sophie, ma jeune kinésithérapeute, tandis que j'essayais de bouger les doigts de ma main gauche. Après 2 semaines à l'hôpital, mes enfants ont organisé un roulement pour me rendre visite. Non par amour, ai-je vite compris, mais pour maintenir les apparences.
Paris est une ville de tradition, et l'abandon d'une mère âgée serait un scandale impardonnable dans les cercles sociaux que nous fréquentions. Philippe venait toujours les lundis, entre le déjeuner avec des clients et la réunion de l'après-midi. Il apportait des fleurs coûteuses et des nouvelles superficielles. « Maman, j'ai parlé avec votre avocat de certaines questions pratiques. » a-t-il commencé lors d'une de ses visites. « Quelles questions, mon fils ?» ai-je demandé, délibérément plus faible que je ne l'étais réellement. « Eh bien, des questions de précaution. L'appartement, vos comptes bancaires. Au cas où vous ne pourriez plus. » Il a vaguement fait un geste vers mon corps partiellement paralysé. « Les gérer » ai-je complété, avec un sourire qu'il a interprété comme de la résignation, mais qui était une pure stratégie. Isabelle apparaissait les mercredis, toujours impeccablement habillée, comme si visiter l'hôpital était une extension de ses engagements sociaux. Elle apportait des magazines de décoration. J'ai réfléchi, maman, peut-être est-il temps d'envisager une maison de retraite. Il y en a une excellente à Neuilly-sur-Seine. Et l'appartement, ai-je demandé innocemment. Eh bien, cela n'a pas de sens de le garder vide, n'est-ce pas? Marcel a suggéré que nous pourrions le louer pour l'instant. Le « pour l'instant » a flotté dans l'air comme un parfum bon marché évident et désagréable. Marcel, quant à lui, venait les dimanches, toujours pressé, regardant constamment sa montre. Il apportait des chocolats que je ne pouvais pas manger en raison des restrictions diététiques. Pendant ce temps, la nuit, quand tous étaient partis, je pratiquais. Seul, dans l'obscurité de la chambre, je forçais mes doigts à bouger, mon bras à se lever. La douleur était lancinante, mais la détermination était plus forte. Sophie a remarqué mon amélioration surprenante durant les séances. « Madame Mercier, votre récupération est remarquable pour quelqu'un de votre âge », a-t-elle commenté, sincèrement impressionnée. « J'ai des affaires inachevées, ma chérie », ai-je simplement répondu. C'est durant cette période que j'ai rencontré Juliette Blanc, une infirmière d'âge moyen qui travaillait pendant le service de nuit. Initialement distante et professionnelle, Juliette s'est révélée être une alliée inattendue. Un soir, alors qu'elle arrangeait mes oreillers, elle a commenté « J'ai vu vos enfants aujourd'hui. » Ils discutaient dans le couloir. « À propos de moi ? À propos de ce qu'ils feraient de vos affaires. » Juliette a hésité. « Pardonnez-moi l'indiscrétion, madame. » « Non, continuez, ai-je insisté. Le plus jeune, il a dit qu'il avait déjà trouvé un acheteur intéressé par votre appartement. Un investisseur étranger. J'ai senti mon cœur se serrer, non de tristesse, mais de colère. Mon appartement, l'endroit où ils avaient grandi, où je gardais les souvenirs de mon mari Henri, décédé il y a 10 ans. L'endroit que j'avais prévu comme héritage familial. Juliette ai-je appelé quand elle était sur le point de quitter la chambre. J'ai besoin d'un service. Puis-je vous faire confiance? Elle m'a regardé avec curiosité. Cela dépend du service, madame. J'ai besoin que vous m'apportiez mon téléphone portable et mon carnet d'adresses. Ils sont dans le tiroir de ma table de chevet, dans l'appartement. Je lui ai remis la clé que je gardais cachée sous mon oreiller. Et j'ai besoin que cela reste entre nous. Juliette a étudié mon visage un moment. Puis, avec un bref hochement de tête, elle a glissé la clé dans la poche de son uniforme. 2 jours plus tard, pendant que Philippe discutait avec le médecin des options de soins à long terme, Juliette est entrée discrètement dans la chambre et a glissé mon téléphone portable et mon carnet d'adresses sous mon oreiller. Cette nuit-là, j'ai passé 3 appels cruciaux, à Monsieur Dubois, mon banquier depuis plus de 30 ans, à Maître Lefebvre, mon avocat, et à une personne qu'aucun de mes enfants n'avait jamais rencontrée, Élise, mon amie d'enfance et la femme la plus astucieuse que j'ai jamais connue. Élise, ma chère, j'ai besoin de vos services spéciaux, ai-je dit, gardant la voix basse. Ceux dont nous ne parlons jamais lors des dîners mondains. De l'autre côté de la ligne, j'ai entendu le rire rauque d'Élise. Catherine Mercier ayant besoin de mes talents obscurs? Maintenant oui, le monde est vraiment sens dessus dessous. Pas le monde, Élise. Juste ma famille. Dans les semaines qui ont suivi,
tandis que mes enfants continuaient à planifier mon avenir sans moi, je planifiais quelque chose de complètement différent. Chaque visite qu'ils me rendaient se transformait en une pièce de théâtre où moi, la protagoniste supposément fragile, j'observais chaque détail de leur performance. Les mensonges gentils, les fausses préoccupations, les regards échangés quand ils pensaient que je n'étais pas attentive. Et la nuit, avec l'aide de Juliette et de Sophie, qui étaient maintenant aussi au courant de mon plan, je continuais ma récupération secrète et mes arrangements discrets. Je fais des progrès, n'est-ce pas ? Ai-je demandé à Sophie après avoir réussi à rester debout pendant presque une minute sans soutien. Extraordinaire, Madame Mercier. Mais vous devriez partager cela avec vos enfants et votre médecin. Pas encore, ma chérie. La surprise sera une partie essentielle du traitement. En 2 mois, je pouvais déjà marcher quelques pas avec l'aide d'une canne. Le docteur. Laurent était impressionné, mais à ma demande, il a accepté de maintenir mon pronostic officiel comme stable, mais sans expectative de mobilité significative. Je ne comprends pas votre demande, Madame Mercier, a-t-il confessé, confus. Docteur, parfois la médecine doit traiter non seulement le corps, mais aussi les relations. Faites-moi confiance. C'est à cette époque qu'Élise a commencé à mettre en œuvre la première phase de notre plan. En tant qu'ancienne consultante financière avec des connexions dans divers secteurs, elle savait exactement comment procéder. Pendant ce temps, Marcel avait déjà trouvé un acheteur pour mon appartement, un oligarque russe disposé à payer bien au-dessus de la valeur du marché, sans poser trop de questions. « Maman, a-t-il dit lors d'une visite, tenant ma main avec une fausse tendresse, j'ai de bonnes nouvelles. Nous avons trouvé un endroit merveilleux pour vous à Neuilly. Un appartement de plein pied, adapté à vos besoins, près de la maison d'Isabelle. Et notre appartement, ai-je demandé, les yeux mi-clos. Eh bien, nous avons pensé qu'il serait préférable de le vendre. L'entretien est coûteux, et l'argent garantirait vos soins pour le reste de votre vie. Quelle considération, mon fils, ai-je murmuré, serrant sa main avec le peu de force que je laissais transparaître. Et quand serait ce déménagement ? Dès que vous recevrez votre congé de l'hôpital. Nous nous occupons de tout. J'en suis certaine, ai-je répondu, permettant à une larme de couler sur mon visage. Marcel l'a interprété comme de l'émotion de gratitude. Il ne savait pas que c'était la dernière larme de tristesse que je verserais pour sa trahison. Cette nuit-là, après le départ de Marcel, j'ai fait un dernier appel à Élise. Tout est prêt, ai-je demandé. Tout comme prévu, Catherine. La tempête peut commencer quand vous l'ordonnerez. Demain, ai-je décidé. Après la visite matinale de Philippe. J'ai raccroché le téléphone, pour la première fois depuis de nombreuses semaines, je me suis permis un sourire sincère. Paris ne verrait pas un tel retournement de situation depuis la Révolution. Pouvez-vous imaginer le choc sur leur visage quand ils ont découvert ce que j'avais fait ? Le jour suivant s'est levé avec une de ces pluies fines qui font ressembler Paris à une peinture impressionniste, des couleurs diluées et des contours adoucis. C'était parfait pour ce que j'avais prévu. Philippe est arrivé ponctuellement à 9 h, comme toujours. Il apportait un bouquet de lys, mes fleurs préférées, un détail dont il se souvenait seulement quand cela lui convenait. « Bonjour, maman, a-t-il dit, en m'embrassant sur le front. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Comme une femme sur le point de renaître, ai-je répondu énigmatiquement. Il a ri, supposant que ce n'était qu'un de mes commentaires philosophiques sur la vie. Philippe a toujours sous-estimé mon intelligence, tout comme il sous-estimait ma résilience. J'ai apporté quelques documents à signer, a-t-il annoncé, sortant un dossier de son élégant porte-documents en cuir. Juste des formalités pour le transfert de l'appartement et pour s'assurer que nous puissions gérer vos finances pendant votre convalescence. Bien sûr, mon fils, ai-je accepté docilement. Mais avant, pourriez-vous m'apporter un verre d'eau ? Ma gorge est si sèche ce matin. Quand Philippe est sorti de la chambre, j'ai rapidement saisi mon téléphone portable et envoyé un seul message à Élise, maintenant. Maintenant. Philippe est revenu, m'a aidé à boire un peu d'eau, puis a ouvert les documents sur la petite table d'hôpital.
Il m'a expliqué les termes avec cette voix condescendante qu'il utilisait pour les clients inexpérimentés, indiquant où je devais signer. Ici, maman. Et ici aussi, a-t-il indiqué, en m'offrant son stylo Montblanc. J'ai pris le stylo, ma main droite tremblant légèrement non de faiblesse, mais d'anticipation. Je l'ai regardé dans les yeux, ses yeux si semblables à ceux de son père, mais sans la bonté qu'Henri avait toujours montrée. Avant de signer, Philippe, j'aimerais vous poser une question, ai-je dit calmement. Bien sûr, maman, a-t-il répondu, regardant discrètement sa montre. Vous souvenez-vous de ce que votre père m'a dit sur son lit de mort? Philippe a froncé les sourcils, clairement impatient face à cette digression. Quelque chose à propos de prendre soin de vous, j'imagine. Non, ai-je corrigé, ma voix soudainement plus ferme. Il a dit, Catherine, nos enfants sont comme des plantes, ils poussent vers la lumière, mais leurs racines révèlent leur vraie nature, point. Charmant, a murmuré Philippe, sans cacher son sarcasme. Maintenant, si nous pouvions continuer. À ce moment, mon téléphone portable a sonné. C'était la sonnerie que j'avais spécialement désignée pour cette occasion, les premières mesures de la Marseillaise. Répondez pour moi, s'il vous plaît, ai-je demandé. Mes mains sont occupées avec ces importants documents. Philippe a pris le téléphone avec irritation, mais son visage a pâli en voyant le nom sur l'écran. C'était Maître Lefebvre, mon avocat. Allô, a-t-il répondu, essayant de garder sa contenance. Je n'ai pas pu entendre ce que Maître Lefebvre a dit, mais j'ai vu l'effet de ses paroles sur le visage de mon fils. D'abord la surprise, puis la confusion, suivie d'une horreur croissante. Cela ne peut pas être correct, a-t-il balbutié. Il doit y avoir une erreur. Philippe a raccroché et m'a regardé comme si j'étais une étrangère. Maman, qu'avez-vous fait? J'ai simplement protégé ce qui m'appartient, mon fils, ai-je répondu, en posant le stylo sur les documents non signés. Tout comme vous prévoyez de protéger ce que vous pensiez qui vous appartiendrait. Son téléphone portable a sonné ensuite. C'était Marcel, sa voix si forte que j'ai pu l'entendre clairement. Philippe. Mon compte bancaire. Tout l'argent a disparu. Et je viens de recevoir une notification de la banque concernant un prêt à mon nom que je n'ai jamais demandé. J'ai vu la panique s'emparer de Philippe tandis qu'il vérifiait frénétiquement son propre téléphone. La couleur a complètement quitté son visage. Mes investissements, mes économies. Disparus, ai-je complété pour lui, ne cachant plus mon sourire. Comme c'est curieux. Qu'avez-vous fait, a-t-il répété, maintenant avec un mélange de colère et de désespoir. Moi? Rien que la loi n'autorise. Contrairement à vous, qui prévoyez de vendre une propriété qui est encore à mon nom. À ce moment, la porte de la chambre s'est ouverte et Isabelle est entrée, son visage normalement impassible maintenant tordu d'angoisse. Vous avez vu les informations, a-t-elle demandé, sans même me saluer. Elle a allumé la petite télévision de la chambre et augmenté le volume. Une journaliste se tenait devant le palais de justice de Paris, l'un des plus grands systèmes de fraude immobilière découverts ces dernières années. 3 suspects, dont les noms sont tenus secrets, auraient tenté de vendre des propriétés de grande valeur à Paris sans le consentement des véritables propriétaires. Parmi les acheteurs trompés figurerait un éminent homme d'affaires russe. La caméra a ensuite montré une photo de l'appartement Mon appartement avec un énorme tampon « Vente frauduleuse » superposé. « Que se passe-t-il » a crié Isabelle, se tournant vers Philippe. « Demande à maman » a-t-il répondu amèrement. Tous deux m'ont regardé, me voyant enfin réellement pour la première fois depuis des mois. Non pas comme une personne âgée affaiblie sur le point de leur laisser une fortune, mais comme Catherine Mercier, la femme qui avait construit et protégé le patrimoine familial pendant des décennies après la mort de son mari. « Vous pensiez vraiment que je ne savais pas » ai-je demandé calmement. « Que je n'entendais pas vos conversations dans cette chambre quand vous pensiez que je dormais ? Que je ne percevais pas vos plans pour vous débarrasser de moi et obtenir tout ce que j'ai construit ? Maman, vous ne comprenez pas » a commencé Isabelle. « Non, ma fille. Je comprends parfaitement » ai-je interrompu. « Et pour le prouver, permettez-moi de vous montrer quelque chose. » Avec un mouvement délibéré,
j'ai levé mon bras gauche, celui qui était supposément paralysé, et j'ai pris le verre d'eau sur la table de chevet. J'ai bu une gorgée lentement, savourant non seulement l'eau, mais aussi l'expression de choc absolu sur leur visage. « Comment » a murmuré Philippe. « Récupération. Détermination. Motivation, ai-je répondu simplement. Des choses que vous auriez dû apprendre de moi. » À ce moment, la porte s'est ouverte à nouveau et Marcel est entré, son visage rouge de fureur. « Qu'avez-vous fait » a-t-il crié, répétant la même question que ses frères et sœurs. « J'ai simplement pris quelques précautions, ai-je répondu tranquillement. Avec l'aide de vieux amis. » Comme si elle avait entendu son signal, Élise est entrée dans la chambre. Élégante comme toujours dans son tailleur Chanel, ses 73 ans portés avec la confiance d'une femme qui a passé sa vie à gérer les secrets financiers de l'élite parisienne. « Mes enfants, ai-je présenté, voici Élise Moreau, mon amie d'enfance et ancienne consultante du ministère des Finances. La personne qui a gentiment aidé à réorganiser nos affaires familiales. »« Qu'avez-vous fait exactement » a demandé Philippe, sa voix maintenant un murmure terrifié. « Disons que vos comptes bancaires ont subi un petit audit, » a expliqué Élise avec un sourire acéré. « Tout comme vos affaires privées. Intéressant comme nous avons trouvé tant d'irrégularités. Surtout dans ce fonds aux îles Caïmans, Philippe. Mon fils aîné a encore plus pâli. Quant à vous, Isabelle, ai-je continué, ces emprunts que vous avez faits sur le fonds d'éducation de vos propres enfants pour maintenir votre style de vie après le divorce, si peu élégant. » Isabelle a chancelé et a dû s'appuyer contre le mur. « Et Marcel, je me suis tournée vers mon cadet, cet appartement que vous louez pour votre maîtresse alors que votre femme pense que c'est simplement un investissement, quelle honte. Comment avez-vous » a balbutié Marcel. « Paris est une ville de secrets, mon fils. Mais aussi de révélations, ai-je répondu énigmatiquement. Maître Lefebvre, mon avocat, est alors entré dans la chambre, portant un dossier de documents beaucoup plus épais que celui de Philippe. « Madame Mercier, tout est conforme à votre demande, a-t-il annoncé formellement. Les transferts ont été annulés, les preuves sont sécurisées, et les autorités ont été informées de certaines divergences. Vous nous avez dénoncés à la police, a demandé Isabelle, horrifiée. Non, ma chérie, ai-je répondu. J'ai simplement préparé le terrain pour cela, si nécessaire. Ce qui se passe maintenant dépend entièrement de vous. Je me suis levée du lit lentement, m'appuyant sur ma canne plus par style que par nécessité. J'ai fait quelques pas fermes vers la fenêtre et j'ai regardé Paris, ma ville, ma maison brillant sous la pluie. Vous aviez raison sur une chose, ai-je dit, sans me retourner. Je n'aimerais pas vivre dépendante de soignants. C'est pourquoi je me suis rétablie seule. Et maintenant, j'ai une proposition pour vous. Je me suis retournée pour faire face à mes enfants, ces étrangers qui partageaient mon sang. Nous pouvons suivre deux chemins à partir d'aujourd'hui. Le premier implique des tribunaux, des scandales, possiblement la prison pour certains d'entre vous. Le second. J'ai fait une pause dramatique, le second implique la rédemption. Pour la première fois depuis de nombreux mois, j'avais toute leur attention. Pas comme une invalide, pas comme un obstacle, mais comme ce que j'ai toujours été, la matriarche des Mercier. Le choix, je conclus, vous appartient. Le silence qui a suivi ma déclaration semblait aussi épais que le brouillard matinal qui couvrait la scène. Mes trois enfants, auparavant si confiants dans leurs plans, ressemblaient maintenant à des enfants à nouveau vulnérables, effrayés, exposés. Quel genre de rédemption, a finalement demandé Philippe, toujours le premier à retrouver sa contenance. Une qui exigera plus de vous que l'argent ne pourrait jamais acheter, ai-je répondu. Du temps. De la présence. De l'honnêteté. J'ai fait un geste vers Maître Lefebvre, qui a ouvert sa serviette et distribué 3 enveloppes identiques, une pour chacun de mes enfants. Qu'est-ce que c'est, a demandé Isabelle, hésitant à toucher l'enveloppe comme si elle pouvait lui brûler les doigts. Un contrat familial, ai-je expliqué. Pas juridiquement contraignant, mais moralement incontestable. Marcel a ouvert son enveloppe en premier, toujours le plus impulsif. Ses yeux ont parcouru le document, s'élargissant à chaque ligne.
C'est inacceptable, a-t-il protesté. Que dit-il, a demandé Isabelle, sans ouvrir encore le sien. Elle veut que nous consacrions un jour par semaine à sa compagnie. Que nous participions à des dîners familiaux hebdomadaires. Que nous incluions nos conjoints et nos enfants. Que nous soyons transparents sur nos vies et nos finances. Pour combien de temps, a questionné Philippe, son ton calculateur revenant. Pour le temps qu'il me reste dans ce monde, ai-je répondu simplement. Considérant la longévité des femmes de la famille Mercier, cela pourrait être encore 10 ou 15 ans. Et si nous refusons, a défié Philippe. Élise s'est avancée, son sourire acéré comme une lame. Dans ce cas, le deuxième ensemble de documents sera remis aux autorités compétentes. Fraude fiscale, Philippe. Détournement de fonds, Isabelle. Falsification de documents immobiliers, Marcel. Elle a fait une pause théâtrale. Ah, et cet incident à Marseille il y a 5 ans, que vous pensiez que personne ne découvrirait, si désagréable. J'ai vu le visage de Marcel perdre toute couleur. Certains secrets devraient rester enterrés, mais j'avais creusé profondément. C'est du chantage, murmurait Isabelle. Non, ma chérie, ai-je corrigé doucement. C'est une éducation tardive. Quelque chose que j'ai manifestement échoué à compléter quand vous étiez jeune. Philippe, toujours le stratège, étudiait le document avec attention. Et nos comptes bancaires? Nos actifs? Ils seront progressivement restaurés, a expliqué Élise. Chaque mois de, disons, comportement exemplaire, un pourcentage reviendra. Après un an d'engagement sincère envers les termes, tout sera restitué. Et l'appartement, a demandé Marcel. Il restera comme il a toujours été, ma maison, ai-je affirmé fermement. Et éventuellement, il sera divisé équitablement entre vous mais seulement après ma mort naturelle, pas après une institutionnalisation opportune. Isabelle a finalement ouvert son enveloppe et lu le contenu, des larmes commençant à se former dans ses yeux. Il y a un addendum ici, pour moi, a-t-elle dit, sa voix tremblante. Concernant mes enfants. Vos enfants, mes petits-enfants, ai-je corrigé doucement. Que je connais à peine, grâce à votre insistance à les tenir éloignés de moi depuis votre divorce. Vous voulez superviser leur éducation? Participer aux décisions importantes? Je veux les connaître, Isabelle. Je veux qu'ils sachent qui est leur grand-mère avant qu'il ne soit trop tard. Un silence pesant est tombé sur la chambre. Dehors, la pluie avait cessé, et un rayon de soleil têtu pénétrait par la fenêtre, créant des motifs dorés sur le sol de l'hôpital. C'est Marcel qui a parlé en premier, surprenant tout le monde. Je signe. Philippe l'a regardé, incrédule. Sans négocier? Marcel a secoué la tête, une nouvelle sobriété dans son regard. Regarde-nous, Philippe. Regarde ce que nous sommes devenus. Nous étions prêts à abandonner notre propre mère dans un hospice pendant que nous vendions sa maison dans son dos. Il s'est approché de mon lit et, pour la première fois depuis des années, m'a regardé vraiment dans les yeux pas comme une source d'héritage, mais comme sa mère. Je me souviens de quand papa est mort, a-t-il continué, sa voix plus douce maintenant. Vous n'avez pleuré devant personne. Vous êtes restée forte pour nous tous. Vous avez tout organisé, consolé tout le monde, repris les affaires de la famille sans hésiter. Et nous avons simplement accepté vos sacrifices comme s'ils nous étaient dus. J'ai senti une émotion sincère monter dans ma gorge. C'était le Marcel que je connaissais, le garçon sensible qui s'était perdu dans l'homme ambitieux. Isabelle s'est également approchée, ses yeux rouges, mais secs. Vous avez raison au sujet des garçons, a-t-elle admis. Ils méritent de connaître leur grand-mère. Et je... Elle a hésité, je pourrais utiliser quelques conseils maternels, pour être honnête. Seul Philippe est resté distant, calculant, évaluant. Et si nous respectons ce contrat familial, pendant 1 an et décidons ensuite que c'est suffisant? Alors j'aurai eu au moins 1 an de vraie famille, ai-je répondu simplement. Et vous aurez récupéré vos actifs. Ce qui se passe ensuite est un choix qui définira qui vous êtes vraiment. Il a considéré mes paroles pendant un long moment,
son visage un masque impénétrable. Finalement, avec un soupir résigné, il a pris le stylo que j'avais laissé sur les documents non signés. « Vous avez toujours été plus intelligente que nous tous réunis, maman, a-t-il admis, avant de signer son nom sur le contrat. 3 semaines plus tard, j'ai reçu mon congé de l'hôpital. Pas pour un hospice à Neuilly-sur-Seine, mais pour mon appartement bien-aimé dans le 6e arrondissement. Et je n'étais pas seule. À la surprise de tous, y compris la mienne, c'est Philippe qui a insisté pour rester avec moi pendant les premières semaines. Il s'est installé dans l'ancienne chambre d'amis et a travaillé à distance, quelque chose qu'il avait toujours juré être impossible dans sa position. Le marché financier peut attendre, a-t-il déclaré quand je l'ai questionné, mais le temps non. Les premières semaines ont été inconfortables, tendues. Des conversations forcées pendant le petit déjeuner, des silences prolongés pendant les dîners. Mais progressivement, quelque chose a commencé à changer. C'était un jeudi pluvieux que j'ai trouvé Philippe dans mon bureau, regardant une vieille photographie lui à 10 ans, assis sur les genoux de son père, tous deux riant d'une blague oubliée. Il avait le même sourire que vous, ai-je commenté, m'appuyant légèrement sur ma canne. Philippe ne s'est pas retourné, mais sa voix sonnait différemment plus jeune, presque vulnérable. Je voulais être comme lui. Fort, respecté, accompli. Mais je crois que j'ai tout mal compris. Comment ça? Papa n'a jamais mesuré le succès en euros ou en propriété. C'était à propos des personnes qu'il aidait, des vies qu'il touchait. Philippe s'est finalement tourné vers moi, ses yeux humides. Y compris la vôtre, maman. Il vous aimait d'une façon que je n'ai jamais complètement comprise, jusqu'à maintenant. Cette conversation, si simple et pourtant si profonde, fut la première de nombreuses. Comme des blocs de construction soigneusement empilés, nous avons commencé à reconstruire quelque chose qui avait été brisé depuis longtemps. Les dîners familiaux hebdomadaires ont commencé comme une obligation et se sont lentement transformés en tradition. Au début, il n'y avait que mes enfants, tendus et formels. Puis, avec hésitation, ils ont amené leurs conjoints. Finalement, mes petits-enfants, des enfants et des adolescents qui me connaissaient à peine ont rempli mon appartement de vie et de bruit à nouveau. Le petit Louis, le fils cadet d'Isabelle, âgé de seulement 8 ans, fut le premier à vraiment se connecter avec moi. « Grand-mère » m'a-t-il demandé un dimanche pendant que les adultes discutaient dans le salon, « est-ce vrai que vous avez fait semblant d'être malade pour donner une leçon à mes oncles et à ma mère ?» Je me suis étranglée avec mon thé. « Qui t'a dit ça ?» J'ai entendu maman parler avec oncle Marcel. Elle a dit que vous êtes la femme la plus astucieuse de Paris. J'ai ri, sincèrement amusée par l'idée. Non, mon petit. J'étais vraiment malade. Mais j'ai utilisé la maladie pour apprendre une vérité importante sur notre famille. Quelle vérité? Que parfois, nous devons perdre quelque chose pour réaliser sa valeur. Louis a médité cela avec le sérieux que seuls les enfants peuvent montrer face à des vérités profondes. Comme quand j'ai cassé ma tablette et que j'ai réalisé que j'aurais dû être plus prudent? Exactement comme ça, ai-je approuvé, émerveillé par sa sagesse précoce. Les mois ont passé. Les saisons ont changé. Paris a vécu son cycle éternel de renaissance et de transformation, et ma famille a fait de même. Marcel fut le premier à vraiment changer. Il s'est séparé de sa maîtresse, s'est réconcilié avec sa femme, et a commencé une thérapie familiale, tout cela de sa propre initiative. J'ai réalisé que je recréais toutes les erreurs que je critiquais chez papa, m'a-t-il confessé lors d'un de nos déjeuners hebdomadaires. L'absence, la distance émotionnelle, les secrets. Isabelle, toujours la plus fière, a mis plus de temps à s'ouvrir. Ce n'est que lorsque son fils aîné a rencontré des problèmes à l'école qu'elle a finalement baissé ses défenses. Je ne sais pas comment gérer cela, a-t-elle admis, pleurant dans ma cuisine tard dans la nuit. Il refuse de me parler. Peut-être parce que tu n'as jamais vraiment parlé avec lui, ai-je suggéré doucement. Seulement à lui. Philippe, étonnamment, fut celui qui m'a le plus impressionné. Non seulement il a respecté les termes de notre accord, mais il est allé au-delà. Il a commencé à revisiter les affaires de la famille avec un nouveau regard éthique, corrigeant des années de pratiques douteuses que son père n'aurait jamais approuvées.
Je reconstruis l'héritage Mercier, m'a-t-il expliqué quand j'ai questionné ses motivations. Pas seulement le financier, mais le moral. 1 an après mon retour à la maison, comme promis, Élise a complètement restauré les actifs de mes enfants. J'ai organisé un dîner spécial pour marquer l'occasion la fin officielle de notre contrat familial. Quand tout le monde était réuni, j'ai levé mon verre pour un toast. À la liberté, ai-je déclaré. À partir d'aujourd'hui, vous êtes formellement libérés de vos obligations envers moi. Vos biens ont été restitués, et les preuves, potentiellement incriminantes, ont été détruites. Un silence inconfortable a plané sur la table. Mes enfants ont échangé des regards confus. Qu'est-ce que cela signifie ? A finalement demandé Isabelle. Cela signifie que notre accord est terminé, ai-je expliqué calmement. Vous n'avez plus besoin de venir aux dîners hebdomadaires, de passer du temps avec moi, ou de partager vos vies. Vous êtes libre de suivre vos chemins. Marcel fut le premier à comprendre. Un sourire lent s'est répandu sur son visage. Et si nous voulons continuer ? Ce serait un choix, ai-je répondu, mon cœur s'accélérant d'espoir. Pas une obligation. Philippe s'est levé, son expression sérieuse comme toujours, mais ses yeux trahissaient une émotion qu'il montrait rarement. Je propose un nouvel accord, a-t-il annoncé formellement. Sans contrat, sans menace, sans obligation. Juste une famille, choisissant d'être ensemble. Soutenu, a déclaré Marcel, se levant également. Soutenu, a fait écho Isabelle, des larmes silencieuses coulant sur son visage. J'ai regardé mes enfants, je les ai vraiment regardés et j'ai vu non pas les adultes calculateurs qui avaient prévu de se débarrasser de moi, mais les enfants que j'avais élevés, que j'aimais inconditionnellement, et qui finalement, après un long détour, avaient retrouvé le chemin de la maison. Alors c'est décidé, ai-je accepté, ma voix faiblissant légèrement. Une nouvelle tradition commence aujourd'hui. Plus tard ce soir-là, seul dans ma chambre, j'ai regardé par la fenêtre les lumières de Paris. La ville qui a été témoin de tant de drames au fil des siècles en témoignait maintenant un de plus, non pas de trahison et de vengeance, mais de rédemption et de renouveau. J'ai pris la vieille photographie d'Henri que je gardais sur ma table de chevet. Tu avais raison, mon amour, ai-je murmuré à son sourire figé dans le temps. Nos racines sont plus profondes que nos erreurs. 2 ans se sont écoulés depuis cette nuit. Mon appartement est rarement vide maintenant. Il y a toujours un petit enfant qui étudie à la table de la cuisine, une fille cherchant des conseils sur un dilemme personnel, un fils partageant des nouvelles de sa journée. La paralysie qui m'a frappé était réelle, tout comme ma récupération. Mais la véritable guérison ne s'est pas produite dans mon corps, mais dans ma famille. Et quant à l'argent qui a temporairement disparu des comptes de mes enfants, eh bien, une partie substantielle a été discrètement donnée à des organisations caritatives pour personnes âgées abandonnées à Paris. Une petite rétribution à l'univers pour m'avoir donné une seconde chance. Parfois, quand je marche dans le jardin du Luxembourg les dimanches matins, appuyé sur le bras de Philippe ou Marcel, j'observe d'autres familles, des jeunes pressés poussant leurs parents âgés en fauteuil roulant, vérifiant leur montre avec impatience, anxieux de terminer leur obligation. Je veux leur dire, le temps est plus précieux que n'importe quel héritage. La présence, plus précieuse que n'importe quelle propriété. Et l'amour, le véritable amour familial ne peut pas être calculé en euros ou en francs, mais dans les moments partagés, les histoires racontées, les vies entrelacées. Catherine Mercier, qui à 75 ans était considérée comme finie, maintenant à 77 ans est plus vivante que jamais. Je n'ai pas seulement survécu à la trahison de mes enfants, mais je l'ai transformée en le plus grand cadeau qu'ils pouvaient me faire, l'opportunité de vraiment les connaître, non pas comme des extensions de moi-même ou des héritiers de ma fortune, mais comme les personnes complexes et faillibles qu'ils sont. Et cela, mes amis, est le plus grand trésor qu'une mère pourrait demander. Pas un appartement dans le 6e arrondissement, pas des comptes bancaires bien garnis, pas des bijoux de famille, mais le regard sincère dans les yeux d'un enfant qui comprend enfin le sens de la famille. Parce qu'au final, ce n'est pas l'argent qui nous soutient, mais les liens que nous choisissons de renforcer, les pardons que nous offrons, et les secondes chances que nous donnons à ceux qui, malgré leurs erreurs, portent encore notre sang et notre nom.
Et si un jour mes enfants ont besoin de raconter cette histoire à leurs propres enfants, j'espère que la morale sera claire, ne sous-estimez jamais une mère française de 75 ans. Surtout si son nom est Catherine Mercier. Vous connaissez cette sensation? Quand vos propres enfants vous regardent à travers comme si vous n'étiez déjà qu'un souvenir? Je l'ai vécu. Et je sais que beaucoup d'entre vous, silencieusement, le vivent aussi. La trahison fait plus mal quand elle vient de ceux que nous aimons, n'est-ce pas? Mais souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour regagner le respect. Mon histoire n'est pas unique, elle résonne dans les appartements de Paris, dans les maisons de campagne, dans les cœurs de tant d'entre nous qui avons élevé des enfants qui ont oublié la valeur de l'amour. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Comment réagiriez-vous? Partagez votre histoire dans les commentaires. Nous devons nous soutenir, nous devons savoir que nous ne sommes pas seuls dans cette phase de la vie où nous devrions récolter de l'affection, pas de l'indifférence. Si mon parcours a touché votre cœur, inscrivez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui donnent une voix à notre génération. Parce que notre âge ne définit pas notre pouvoir, nos choix, oui. Et souvenez-vous, ils peuvent compter sur notre mort, mais ils ne doivent jamais compter sur notre reddition.